Je m'appelle Avery Queen Harper, et si vous avez déjà conservé précieusement un petit objet offert par un être cher, en ressentant son poids comme une promesse, vous comprendrez peut-être pourquoi cette histoire débute ainsi. C'était le jour de mes 18 ans, dans un restaurant paisible du centre-ville d'Asheville, où l'air embaumait les herbes fraîches et la fumée. Grand-mère Evelyn avait tout prévu, de la douce lueur des bougies à la façon dont elle a glissé la délicate chaîne en argent autour de mon cou, le petit pendentif en forme de clé ancienne reposant délicatement contre ma peau. « Ce n'est pas qu'un simple bijou, Avery, » dit-elle d'une voix basse et assurée, comme si elle me confiait un secret rien que pour nous. « Garde-le précieusement. Tu comprendras le moment venu. » J'ai hoché la tête, effleurant du bout des doigts les contours des touches, sans insister. C'était notre façon de faire. La confiance se construisait dans les silences entre les mots. Rétrospectivement, ce moment me paraît être le calme avant que tout ne bascule, une quiétude palpable, chargée d'un changement indicible. Mais pour comprendre son importance, il me faut remonter plus loin, à une blessure qui m'a marqué bien avant que je sache ce que signifiait l'héritage. 10 ans plus tôt, à 8 ans, mon monde s'est effondré sans prévenir. Nous vivions dans un petit appartement en périphérie de la ville. À l'époque, de ces appartements aux murs fins qui laissaient passer la moindre dispute. Mes parents se disputaient plus souvent, leur voix s'élevant au sujet des factures et des rêves qui ne se concrétisaient jamais. Un après-midi, ils m'ont embarqué dans la voiture avec un sac à dos rempli de vêtements, prétextant que nous allions rendre visite à grand-mère Evelyn. « On arrangera ça et on revient vite », a murmuré ma mère, son regard glissant sur le mien. « Sois sage avec elle, d'accord. » Ils sont partis, les feux arrière de la voiture se fondant dans le paysage urbain. Un brouillard épais. Et puis plus rien. Pas d'appel, pas de lettres, juste un silence qui s'est étiré en moi, puis en années. Je restais assise sur le rebord de la fenêtre de la modeste maison de grand-mère, dans la banlieue d'Asheville. Les montagnes se dessinaient doucement au loin, et j'observais chaque voiture qui passait, la gorge serrée. Peut-être que celle-ci s'engagerait dans l'allée. Peut-être avais-je fait quelque chose de mal. En avais-je trop fait ou pas assez? Les nuits se brouillaient, des larmes étouffées contre mon oreiller. La douleur de me demander pourquoi ils étaient partis me rongeait comme une ombre tenace. Mais grand-mère Evelyn, elle, était devenue mon point d'ancrage. Elle n'était pas ostentatoire. Elle conduisait une vieille Subaru Outback qui cahotait sur les routes sinueuses, et travaillait comme principale de collège parce qu'elle croyait en l'importance de guider les jeunes cœurs. Notre maison était simple, avec des étagères croulant sous les romans et les documents financiers qu'elle lisait à la lueur de la lampe en fredonnant de vieux cantiques. Pourtant, il y avait en elle une élégance discrète, dans sa façon d'arranger les fleurs fraîches du jardin ou de parler de ses investissements avec un sourire entendu. « Tu es assez. Telle que tu es, ma fille », disait-elle en me serrant contre elle après une nouvelle larme qui striait encore la nuit. Certains courent après les apparences et perdent de vue l'essentiel. Mais c'est leur problème, pas le tien. Ces paroles n'étaient pas seulement un réconfort. Elles étaient une bouée de sauvetage. J'ai appris peu à peu qu'elle portait elle aussi des cicatrices. Veuve jeune, elle avait dû reconstruire sa vie après que mon père, son fils unique, eut privilégié le statut social à la stabilité. Elle avait essayé de le guider, lui offrant un soutien discret, mais quand lui et ma mère ont exigé plus qu'elle ne pouvait donner sans se perdre elle-même, elle a posé des limites. Ils sont partis, et ce faisant, ils m'ont laissé derrière eux. Grand-mère n'a jamais dit de mal d'eux, mais elle a veillé à ce que je sache que ma valeur ne dépendait pas de leur choix. Sous son aile, j'ai commencé à guérir. Elle a nourri ma curiosité pour le monde, m'engageant un tuteur quand les maths me posaient problème, et m'acclamant de toutes ses forces lors de ma victoire à l'exposition scientifique, à l'âge de 13 ans. Nous fêtions ça avec une tarte maison dans notre cuisine de banlieue, enveloppée par le parfum de cannelle comme une étreinte. La vie avait trouvé son rythme. Les journées d'école se terminaient par des promenades dans les bois voisins. Le soir, elle me racontait des anecdotes sur sa résilience lorsqu'elle était directrice d'école. La force ne se manifeste pas bruyamment, Avery, disait-elle. C'est le choix discret de continuer. Si vous avez déjà trouvé du réconfort dans la présence rassurante de quelqu'un après vous être senti rejeté, vous savez comment cet amour vous reconstruit petit à petit. À mes 18 ans, j'avais cessé de scruter l'horizon à la recherche de mes parents. Grand-mère était ma famille, mon foyer. Ce collier et sa clé mystérieuse symbolisaient notre lien, solide, indéfectible. Mais 3 mois plus tard, tout s'est effondré. Elle s'est effondrée à l'école pendant une réunion du personnel, son cœur lâchant subitement.
La chambre d'hôpital était trop lumineuse, trop impersonnelle. Comme l'expliquait le médecin, ce fut rapide, sans souffrance. Mais mon chagrin, lui, fut long et douloureux. Il me frappa comme une tempête déferlant des montagnes, me laissant le cœur brisé, serrant cette clé comme si elle pouvait la ramener. Les funérailles eurent lieu dans notre petite église de quartier. Les bancs se remplirent de ses anciens élèves qui murmuraient comment elle avait changé leur vie. Un garçon évoquait la bourse qu'elle avait discrètement obtenue. Une fille se souvenait de ses encouragements dans les moments difficiles. Assise au premier rang, le banc de bois dur sous moi, je caressais du bout des doigts le pendentif en forme de clé tandis que la pluie tambourinait contre les vitraux. Cette journée devait être un recueillement silencieux. Mais soudain, ils apparurent, ma mère et mon père, surgissant comme des fantômes d'une vie oubliée. Je ne les avais pas vus depuis des années, mais la reconnaissance me frappa comme un frisson. Les cheveux de ma mère étaient plus gris, le corps de mon père plus doux, mais leur visage était gravé dans ma mémoire. Ils s'approchèrent, le visage empreint d'inquiétude, ma mère tendant la main comme si le temps n'avait pas passé. Elle m'a demandé si j'allais bien, la main hésitante. J'ai reculé, l'air entre nous lourd de sous-entendus. Mon père a ajouté qu'ils seraient venus dès qu'ils auraient eu des nouvelles, qu'ils étaient désolés pour grand-mère et que je devais les accompagner. Après tout, j'étais encore jeune et ils étaient de la famille. Leurs paroles ont résonné en moi comme des pierres sur une eau calme. 10 ans d'absence, et soudain ils voulaient récupérer ce qu'ils avaient laissé tomber. Je leur ai dit que je n'irais nulle part, la voix à peine audible. Ma mère a insisté, me disant de ne pas faire d'histoire, qu'ils avaient leurs droits. La tension est montée crescendo, leurs yeux s'illuminant d'une lueur plus acérée que le chagrin. Du calcul, peut-être. Si vous avez déjà senti le poids du regard de quelqu'un se détourner de vous pour se porter sur ce que vous pourriez lui offrir, vous connaissez cette érosion subtile, comment elle ronge la confiance que vous pensiez avoir enterrée. C'est alors que M. Daniel Whittaker est intervenu, sa voix grave perçant comme une main ferme sur une barre. Il se présenta comme l'avocat de grand-mère Evelyne, portant une mallette en cuir qui semblait contenir bien plus que des papiers. Il proposa que nous discutions de son testament en privé. Les visages de mes parents se transformèrent instantanément. Les yeux de ma mère s'illuminèrent, mon père se redressa. Nous nous rendîmes dans une pièce attenante à l'église, un espace sombre et intime, où flottait une légère odeur de bois ciré et de vieux hymnels. Assise autour de la table, je serrai le collier à clé contre ma paume, un petit rappel que grand-mère avait toujours tout prévu. Monsieur Whittaker rangea ses documents méthodiquement, puis demanda à voir le collier. Mes parents échangèrent des regards perplexes, mais je le lui tendis. Il hocha la tête, une légère approbation dans les yeux, avant de commencer à lire le testament. Les mots officiels se brouillèrent jusqu'à ce que l'essentiel me frappe de plein fouet. Tout, ses biens, ses propriétés, ses placements, me revenaient, à moi, sa petite fille. La valeur était astronomique, bien au-delà de ce que notre vie simple laissait présager. L'atmosphère devint pesante, la respiration de mes parents se fit plus lente. Ma mère s'interrogea sèchement. Grand-mère n'était qu'une mandante. Comment était-ce possible? Mon père insistait sur le fait qu'ils étaient ses plus proches parents, qu'une adolescente ne pouvait pas gérer la situation. Mais M. Whittaker poursuivit calmement. Le testament m'émancipait immédiatement, créait une fiducie et précisait que la clé ouvrait un coffre-fort avec des instructions supplémentaires. J'étais sous le choc. Grand-mère, avec sa vieille Subaru et ses herbes aromatiques, avait bâti quelque chose d'immense dans l'ombre. Mes parents se sont rebellés, réclamant la tutelle, leur voix se faisant plus tendue. Monsieur Whittaker a révélé des documents datant d'il y a des années, des procédures d'abandon que grand-mère avait engagées lorsqu'ils avaient disparu, sans contestation au tribunal. Ils avaient perdu tout droit depuis longtemps. En les observant, le masque s'est fissuré, l'inquiétude se muant en un sentiment brut, désespéré. Ma mère a tenté une nouvelle fois, m'appelant « ma chérie », disant qu'il pourrait gérer tout cela en famille. Le mot s'est tordu en moi, amer à présent. Où était la famille pendant ces années vides? Je suis restée là, la colère bouillonnante se muant en lucidité. J'ai demandé s'ils pleureraient même grand-mère, ou si ce n'était que l'argent qui les attirait. Leur silence en disait long, lourd dans la pénombre de la pièce. Dans cette pièce étouffante, tandis que la pluie tambourinait plus doucement contre les vitraux de l'église, je ressentis tout le poids de ce que grand-mère m'avait épargné. Monsieur Whittaker me tendit une enveloppe scellée, puis une lettre d'elle, à lire seule. Je la pris, m'excusant, et trouvai un coin tranquille dans le couloir de l'église, la fraîcheur des murs de pierre contre mon dos.
Mes mains tremblaient lorsque je brisais le seau, son écriture familière se répandant comme une voix venue du passé. « Ma très chère Avery », commença-t-elle, et ses mots se brouillèrent à travers mes larmes. « Si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que tu as découvert la richesse que je t'ai cachée. Je l'ai fait pour te protéger, pour te laisser grandir, sachant que le travail et le cœur comptent plus que l'argent. Tes parents ont fait un autre choix. Ils sont partis quand j'ai refusé de financer leur désir insatiable, te laissant comme monnaie d'échange dans leur quête de toujours plus. Mais par ce choix, ils m'ont fait le plus beau des cadeaux, toi. » Elle expliqua que la clé n'était pas qu'un symbole. Cela m'a ouvert les portes d'un avenir qu'elle avait imaginé. Notre maison, les fonds pour les études, même l'entreprise familiale dont j'ignorais tout, Harper Legacy Group. Mais plus que des biens matériels, elle a écrit sur l'amour. Comment ma force tranquille, forgée durant ces journées solitaires à guetter les clients par la fenêtre, m'avait préparé. « Ne les laisse pas te freiner », m'a-t-elle exhorté. « Tu es une femme Harper. » Nous plions, mais nous ne rompons pas. Des larmes ont coulé sur mes joues, formant une flaque sur le papier. Peut-être connais-tu cette douleur, celle où la perte et la révélation s'entremêlent, te laissant à vif mais paradoxalement plus lucide. Assise là, le souffle court, je repassais en revue des fragments de notre vie. Son fredonnement dans la cuisine, les comptes tenus, ses pauses lors de nos promenades du soir pour me montrer une fleur épanouie, disant « La beauté s'épanouit là où on ne l'attend pas ». Sa propre blessure, je le comprends plus profondément maintenant, venait du fait de voir son fils, mon père, privilégier les apparences à la famille, faisant écho aux pertes de son veuvage précoce. Elle avait bâti son empire discrètement, investissant dans l'immobilier et des projets d'aide aux communautés, tout en m'inculquant l'humilité. De retour dans la pièce, mes parents pressaient toujours M. Whittaker, la frustration palpable dans leur voix. Ils se turent à mon entrée, ma mère prenant la parole, mais je levai la main. Je leur dis de partir, d'un ton égal, bien qu'un doute fugace me taraudât. Étais-je assez forte pour affronter la situation seule? Ils protestèrent, mon père élevant la voix, mais M. Whittaker évoqua calmement la sécurité. En tant qu'héritière principale, la décision me revenait. Ils rassemblèrent leurs affaires, le regard de ma mère se plissant, comme pour me promettre que ce n'était pas fini. En les regardant partir, une étrange paix s'installa, mêlée à la sensation d'un sentiment de fatalité. Plus tard dans l'après-midi, nous nous rendîmes en voiture au coffre-fort de la First Citizens Bank. Le cliquetis familier de la Subaru fut un maigre réconfort. À l'intérieur nous attendaient les actes de propriété, les certificats et une clé USB étiquetée, pour Avery, montre d'abord. M. Whittaker installa son ordinateur portable dans le bureau silencieux de la banque, et là, elle apparut. Grand-mère Evelyne, rayonnante, son sourire chaleureux même à travers les pixels. Elle l'avait enregistré récemment, anticipant tout. « Avery, ma fille, dit-elle d'une voix calme mais douce. Si tu vois ça, c'est que tes parents sont venus, n'est-ce pas? » Essayant de s'approprier ce qui ne leur a jamais appartenu. J'ai eu le souffle coupé, transpercé par cette prémonition. Elle en a dit plus. Des années auparavant, ils avaient tenté de s'emparer de ses biens lors d'un voyage, la prenant pour une simple mandante. Elle les avait confrontés, leur offrant une voie de rédemption, une vie modeste, un vrai travail ou un congé. Ils avaient choisi de partir, m'abandonnant dans l'espoir qu'elle les supplie de revenir. Mais elle ne l'avait pas fait. Au contraire, elle s'était investie pleinement auprès de moi, me voyant grandir, gentille et compétente, tout ce qu'il n'était pas. La vidéo s'est arrêtée sur son visage, et j'ai essuyé mes larmes. Le bourdonnement des néons de la banque s'estompait. Si vous avez déjà ressenti l'influence d'un être cher qui, après sa mort, se répercute sur vos choix, vous comprendrez peut-être à quel point ce moment a tout bouleversé. La trahison plus vive, mais ma détermination plus inébranlable. Elle m'a ensuite présenté l'entreprise Harper Legacy Group, qui gère des investissements favorisant la croissance locale. Et son volet caritatif, le programme Harper Scholar, qui aide les enfants issus de familles brisées grâce à des bourses et du mentorat. Utilise-le pour guérir les autres, Avery, a-t-elle dit. Voilà notre véritable héritage. Les semaines suivantes se sont enchaînées à un rythme effréné, entre réunions et révélations, chacune dévoilant un peu plus la planification minutieuse de grand-mère. Monsieur Whittaker m'a présenté au conseil d'administration dans les bureaux d'Harper Legacy Group, au centre-ville d'Asheville, un espace élégant et sans prétention offrant une vue sur les monts brumeux. Ils m'ont accueilli avec des anecdotes sur sa sagesse, prêts à me guider dès mon arrivée.
Mais mes parents ne se sont pas laissés faire. Ils ont engagé des avocats pour contester le testament, invoquant une influence indue ou une instabilité mentale. Chaque argument s'est heurté à la solidité du document qu'elle avait préparé. Leur persistance me rappelait à l'ordre dans les moments de calme. Les nuits dans notre maison vide, le silence pesant sans ses pas. Le doute s'insinua. Étais-je prête à cela? La richesse me semblait une arme à double tranchant, ravivant de vieilles blessures. Mais toucher le collier à clé me ramenait à la réalité, me rappelant sa foi. Si vous vous êtes déjà trouvé à la croisée des chemins, tiraillé entre les souffrances du passé et un avenir que vous devez conquérir, vous connaissez ce conflit intérieur, cette épreuve qui met votre être au plus profond de vous-même. Le point culminant fut atteint quelques mois plus tard, lorsqu'ils se présentèrent à l'improviste dans le hall de l'entreprise. La sécurité m'appela. J'arrivais vêtu d'un des gilets tailleurs de grand-mère par-dessus mon chemisier, le pendentif à clé bien visible à mon cou. Il se tenait là, débraillé, ma mère exigeant d'entrer en tant que parent, mon père rétorquant que je ne pouvais pas les exclure. La tension était palpable, les employés me jetant des regards discrets. Je les regardais calmement, m'inspirant de son sang-froid. Je leur dis que c'était une propriété privée et qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ma mère plaida, la voix brisée par l'émotion, évoquant une possible réconciliation familiale. Mon père a menacé de révéler l'affaire aux médias, m'accusant de leur avoir volé leur dû. Ces mots résonnaient encore, mais au lieu de s'effondrer, une clarté soudaine m'a envahi. J'ai esquissé un sourire, leur suggérant de raconter toute l'histoire. L'abandon d'une enfant de 8 ans, la tentative de vol à leur propre mère. La presse trancherait. Leurs visages se sont décomposés. Le bluff avait été percé à jour, la défaite s'était installée dans leurs attitudes, plus de masques. Je leur ai dit au revoir, d'un ton ferme mais sans amertume, et les ai regardés escorter la sécurité vers la sortie. Les portes du hall se sont refermées derrière eux, et quelque chose s'est libéré en moi. J'ai retenu mon souffle trop longtemps. Ce n'était pas un triomphe. C'était une autonomie conquise grâce aux combats silencieux pour lesquels grand-mère m'avait préparé. Ce soir-là, de retour dans mon bureau, j'ai examiné les premières candidatures pour le programme Harper Scholar. 20 enfants issus de familles instables, leurs histoires faisant écho à la mienne par petits bouts. La perte, la résilience, l'éclosion. Les accepter, c'était comme lui tendre la main à travers le temps, transformer la douleur en raison d'être. Dans les mois qui ont suivi, la vie a pris un nouveau tournant. Lors d'une réunion du conseil d'administration, j'ai enfilé le cardigan de grand-mère pour les décisions difficiles. Sa laine douce, une armure silencieuse. La vieille Subaru est toujours au garage. Je la conduis pour rendre visite aux bénéficiaires de bourse. Son cliquetis familier me rappelle que la vraie valeur ne réside pas dans le luxe. La maison de banlieue reste mon foyer. Son jardin est fleuri, témoin de l'atmosphère trépidante du Harper Legacy Group où elle m'a appris à trouver un espace de réflexion. Mes parents ont disparu après cette ultime confrontation. Des rumeurs m'ont paru, ils seraient partis vers l'ouest, et on me racontait des histoires d'une fille ingrate. Mais leurs paroles ne me disent plus rien, comme la pluie sur les feuilles. Ma valeur ne se mesure pas à la valeur de l'héritage, mais à l'amour qui l'a bâti. La clé que je porte autour du cou est un repère quotidien, qui ouvre non seulement des portes, mais aussi la certitude que la famille se choisit, se forge dans de simples gestes de présence. Grâce au programme de bourse, j'ai rencontré des enfants dont le regard porte encore cette même vieille mélancolie, ce même doute. Sont-ils à la hauteur? Les guider, partager les ressources que grand-mère masquait, c'est comme boucler la boucle. Après avoir reçu son prix, une jeune fille m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Merci de l'avoir vu ». À cet instant, la présence de grand-mère planait encore, son héritage vivant à travers les vies que nous côtoyons. Si cette histoire vous parle, si la douleur de la trahison s'estompe grâce à une force insoupçonnée, ou si la force tranquille de choisir la bonté plutôt que l'avidité vous inspire un sentiment similaire, c'est peut-être parce que vous avez emprunté un chemin comparable. Nous portons tous en nous les clés de notre avenir, prêtes à être utilisées. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.